Prêt pour un nouvel épisode? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, comme d'habitude, pour m'accompagner, et cette fois-ci, je vais m'efforcer de rester pendant tout l'épisode avec mon compère Olivier qui m'accompagne sur cet épisode. Salut Olivier. Salut Armano, salut à tous. Je t'ai un petit peu laissé sur les épisodes précédents, mais cette fois-ci, allez, croisons les doigts, tout va bien aller. Et c'est l'occasion de présenter notre invité du jour, Solène Bilouin. Salut Solène. Salut, bonjour à tout le monde et enchanté d'être là. C'est un plaisir pour nous de te recevoir, surtout que tu es une invitée et nous on aime bien donner la parole aux femmes aussi. Et puis on va donner aussi la parole justement à quelqu'un qui pratique le triathlon, mais d'une manière un peu différente du triathlon dont on a l'habitude de parler. On a déjà reçu des sportives et des sportifs qui s'adonnent plutôt au Xterra, plutôt au cross triathlon, et c'est ton cas Solène. On va pouvoir parler de cette épreuve un petit peu en marge du triathlon habituel, mais on a une tradition dans ce podcast, c'est de donner la parole à notre invitée au début pour qu'elle se présente. Donc Solène, dis-nous tout, qui est Solène Bilouin? Je m'appelle Solène, j'ai 25 ans, je suis originaire plutôt de l'ouest de la France. Je suis actuellement du côté d'Angers, donc c'est pas forcément l'endroit le plus adapté pour pratiquer le cross triathlon ou le Xterra, mais en tout cas c'est là que je suis quand même la plupart du temps. Sinon sportivement, j'ai plutôt un passé de cycliste. J'ai commencé le vélo quand j'avais 9 ans et puis je me suis mis il y a quelques années tranquillement au triathlon et au cross triathlon, mais c'est assez récent pour moi. T'as été un peu rapide là dans ta présentation, donc 25 ans, t'as plutôt un passé de cycliste. On va revenir un petit peu en détail sur tout ça. Déjà, première question, c'est toi, tes premiers souvenirs de sport, tes premiers souvenirs justement où tu te mets au vélo, ça date de quand et qu'est-ce que tu ressentais comme sensation justement quand tu as découvert le sport? Mes premiers souvenirs de sport, ils sont quand même bien ancrés avec le vélo, où en fait j'ai suivi mes deux petits frères qui sont mis au vélo et puis je me suis dit allez, enclenche le truc aussi. Après c'est pas forcément des souvenirs agréables parce que j'ai mis vraiment longtemps à aimer le vélo. Je trouvais que c'était très très dur. Ça m'arrivait sur certains entraînements de pleurer parce que l'effort était très dur et que fallait s'accrocher pour suivre et que j'avais pas le niveau. Donc j'ai mis du temps à vraiment apprécier le vélo et à me dire là j'y vais, c'est pas une contrainte et c'est vraiment un truc que j'aime faire. Donc c'est venu vraiment progressivement et je pense que c'est aussi mon tempérament qui est comme ça, c'est que généralement quand je me mets dans quelque chose, j'essaye de m'accrocher et de persévérer. Mais c'est pas pour ça que j'ai eu un coup de foudre avec le vélo. Après j'ai quand même un truc avec le sport depuis longtemps. J'ai une anecdote par exemple, quand je suis rentrée au collège, j'avais dit à ma mère je veux bien aller au collège mais il faut que je sois en section sportive absolument. Et donc la section sportive à côté de chez moi, c'était une section basket et j'avais jamais touché un ballon de basket. Donc finalement j'ai été prise, j'ai passé les sélections, mais je pense qu'il y a ce truc avec le sport dans mon quotidien depuis longtemps. Et ce côté un peu persévérance qui fait que je me suis accrochée à un sport et ça a été le vélo pendant très très longtemps. Mais attends, est-ce que du coup donc d'un côté t'es très sportive et en même temps j'ai pas l'impression que t'avais un sport de prédilection parce que tu t'es un peu forcé à faire du basket, tu t'es un peu forcé à faire du vélo. C'était quoi ton truc avec le sport du coup? Je sais pas, il y avait un truc qui devait m'attirer malgré tout et en fait on reviendra après là-dessus, mais je pense que je suis pas forcément quelqu'un qui d'instinct est forte dans le sport en fait. Et mais j'ai toujours eu cette envie d'en faire, de l'avoir dans mon quotidien. Mais le fait que je sois pas une athlète très très performante dès le début fait que peut-être c'était difficile de vraiment apprécier ça. Mais c'est le côté persévérance et qui m'a fait apprécier les disciplines à chaque fois. Après le vélo c'est resté quand même mon sport majeur. Et puis j'ai touché un petit peu à d'autres sports à côté, mais depuis que j'ai 9-10 ans, c'est quand même le sport que je pratique le plus et qui m'a animée puisque j'ai été en section sportive après au collège, un peu plus tard, à la fin de mon collège, et puis après j'étais en pôle espoir en lycée. Donc j'ai quand même fait un petit peu tout le cheminement dans le monde du cyclisme. Bon, c'est quand même marrant parce que petit spoiler, mais donc
tu es championne du monde Xterra en 2022. Et en même temps, tu nous dis, voilà, le sport, bon, j'avais envie de faire du sport, mais bon, le vélo, c'était pas trop mon truc, j'ai dû m'accrocher, j'avais pas trop ça, mais bon, comme je suis compétitive, ça a bien fonctionné, quoi. Après, c'est pas forcément que c'était pas mon truc, c'est juste que j'ai mis du temps à aimer ça. Et après, on a tous un peu un côté sadique, je pense, quand on est athlète, on a le fait d'aimer la douleur, etc. Et je sais qu'en tout cas, j'ai des souvenirs un peu de souffrance quand j'étais jeune, et que je suis arrivée là-dedans, j'étais pas forte, et que c'était compliqué, et que si j'avais pas eu ce côté persévérance, j'en serais pas là aujourd'hui. Mais est-ce que tu crois qu'il y avait d'autres sports pour lesquels t'avais plus d'affinité, du coup? Je me suis jamais posé la question, en fait. Ok. Non, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai voulu commencer le triathlon un peu plus tôt. Et puis, ça s'est pas fait parce que justement, j'étais dans le monde du vélo, qui est un monde un petit peu fermé. Et quand on en fait depuis longtemps, c'est difficile de le quitter. C'est un mode de vie, une hygiène de vie qui sont assez strictes. Et puis le vélo, voilà, on court tous les week-ends. On s'entraîne toujours de la même manière. On va sur les mêmes compétitions avec les mêmes équipes, etc. Donc je sais que j'avais voulu me tester un peu sur le triathlon plus tôt et ça j'étais pas sortie du chemin et j'étais restée dans le monde du vélo finalement à cette époque. Ok, et le tri c'était à quel âge du coup? Ça a pas été en fait d'un coup, ça a été je me suis inscrit au club à Angers, puis j'ai fait un peu d'entraînement, j'ai fait 2 courses et ça a été vraiment très très progressif. Et là, ça fait, on va dire, 2 ans que je m'y mets à plein temps et que j'ai vraiment des ambitions en termes de performance. Donc c'est assez récent et ma progression depuis que je me suis mise dans le Xterra, elle est finalement assez folle et je m'étais pas imaginé ça du tout. Parce que tu courais déjà, tu nageais déjà, enfin j'imagine un minimum. Ça doit faire 4 ans que je nage, mais voilà, c'est raisonnable. Hein. Pour l'instant, j'ai encore une grosse marge en termes d'entraînement. Je me suis rendu compte que mon corps, il avait besoin vraiment de bases solides. Donc ça a été très progressif. J'ai fait un petit peu toutes les blessures aussi, hein, quand on est cycliste et puis qu'on se met à la course à pied, souvent on se casse un petit peu au début. Donc finalement, j'ai eu des petits coups d'arrêt et puis j'ai appris à un peu respecter mon corps et puis à y aller progressivement. Donc non, j'ai commencé à nager 2 fois semaine il y a 4 ans. Maintenant, j'essaye de nager 4 fois semaine, mais c'est encore très raisonnable et c'est ce qui me laisse avoir plus d'ambition aussi. C'est parce que je sais que j'ai une marge de progression à l'entraînement encore énorme en termes de volume, d'intensité, de technique. Ok, bon, on sait que alors la natation, c'est vrai que c'est un petit peu moins important entre guillemets sur des parcours cross. Mais quand même, c'est ralent. Moi, ça fait aussi 4 ans que je nage. Non, mais il y a un truc. Solène, il y a un truc. Je sais pas, t'as un talent, t'es né avec. Enfin, ça fait 2 ans que tu fais du tri, vraiment. Ça fait 4 ans que t'as commencé à nager. T'as commencé à courir quand? J'ai couru quand j'étais jeune. J'ai fait les crosses du collège, ce genre de choses. Mais c'est pareil, ma régularité, en entraînement, en course à pied, ça fait 2 ans, 3 ans, quoi. 3 ans maintenant. Voilà. Donc ça fait entre 2 et 4 ans que t'as découvert les différentes disciplines complémentaires au vélo, sachant que le vélo déjà c'était un truc dont t'étais pas trop fan au début non plus. Et là, t'es championne du monde. Ouais, non, forcément, il y a un truc de persévérance parce que voilà, ça fait longtemps que le sport est dans mon quotidien. Mais clairement, moi, j'ai aussi du mal à l'expliquer cette progression d'année en année. Enfin. Il y a même l'année dernière, j'avais du mal à accrocher les top 5 sur les courses européennes. Ok, mais il s'est passé quoi? Alors explique-nous là, parce qu'il y a un truc, c'est du dopage, Non, t'as loupé un tour. Déjà, j'osais pas aller sur ce... Non, j'ai trouvé vraiment un truc aussi avec mon coach où je pense que je me fais confiance à l'entraînement, que j'ai trouvé le truc qui fonctionne pour moi ou qui ne fonctionne pas. J'ai une liberté énorme en Xterra que j'avais pas forcément quand je faisais du cyclisme. Là, je peux choisir mes compétitions. Si j'ai envie d'aller faire une course VTT par étape, ou si j'ai envie d'aller faire un trail ou un swimrun dans la saison, n'importe quoi. En fait, je peux le faire. Je peux changer mes plans. Je suis la seule à décider de ce qui m'anime un petit peu. Et je pense que cette liberté, j'en ai vraiment besoin. Et ça me rend heureuse au quotidien. Donc ça joue beaucoup.
Après, voilà, je pense que j'ai un corps qui est passé un peu par toutes les blessures. Et au fur et à mesure, j'ai capitalisé depuis toutes ces années où je fais du sport, pas forcément en course à pied, pas forcément en natation, mais au final, c'est un global. Et voilà, beaucoup plus libéré. Je pense qu'il y a un gros truc en Xterra aussi, c'est le côté mental qui est énorme. C'est une discipline où on peut se retrouver tout seul en vélo. Et puis, bah, si dans la tête, tu commences à te dire, oh, bah, c'est bon, devant, elles sont parties, la course, elle est finie, aujourd'hui, je suis pas bien, tu peux louper ta course. Alors qu'en fait, en VTT, si ça se trouve, elles sont à 20 secondes devant, mais tu les vois pas, parce que c'est technique, parce qu'elles sont dans la descente et toi, t'es dans la montée, etc. Donc, il y a ce truc de, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le fait de rester concentré sur mon propre effort. Et ça en course, et de maîtriser vraiment tout ce que je faisais. En fait, avec l'expérience des Xterra, même si ça fait que 3 ans, 2 ans et demi, on reviendra sur les championnats du monde, mais en analysant ma course, je sais que si j'ai gagné, c'est parce que ce jour-là, je maîtrisais tous les petits imprévus qu'il pouvait y avoir et que je savais comment réagir et que j'avais tout anticipé en fait. Donc je pense qu'en Xterra, il y a quand même un côté tactique et un côté mental qui est énorme dans cette discipline. Ouais, c'est vrai que c'est d'autant plus difficile, je trouve, enfin, là, je suis d'accord avec toi sur l'aspect mental en cross, et je trouve que c'est d'autant plus difficile, en fait, de faire une bonne gestion de course, parce que, par définition, t'as un terrain qui est beaucoup moins homogène, quoi. Donc, tu vas devoir, forcément, il y a des moments où, enfin, tu regardes moins, enfin, je sais pas, tu regardes tes pulsations, tu fonctionnes comment, toi, en course? Alors en course, moi j'ai pas de cardio, j'ai pas de capteur de puissance, etc. Je les utilise seulement à l'entraînement parce qu'en course j'ai envie de me laisser la liberté de prendre les décisions, les choix tactiques en fait qui s'offrent à moi. Ce que je m'étais imaginé pour les championnats du monde, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et encore une fois là, j'ai réussi à changer un peu mon plan de course et à m'adapter à ça. Et l'adaptation c'est hyper important, etc. Et on le voit, généralement, il n'y a pas de petits jeunes ou de petites jeunes de 18, 19, 20 ans qui sont forts en Xterra. Parce qu'en fait, t'as besoin vraiment d'avoir de l'expérience, du recul pour savoir comment gérer ta course en fonction du dénivelé, de la technicité ou même des conditions météo. On a des courses qui peuvent durer 2h30 jusqu'à 4 heures, quoi. Donc c'est quand même deux extrêmes qui font que tu changes un peu de filière. Donc c'est pareil, il faut être prêt à faire des courses plutôt courtes ou des courses assez longues. Oui, c'est ça, en fait, tu te fies beaucoup plus à la dynamique de course bah tiens, il y en a un devant moi, enfin, une devant moi, une derrière, enfin, etc. T'es beaucoup plus dans la course que du triathlon classique où bon, voilà, à moins effectivement de jouer forcément jouer le podium, mais je veux dire, t'es peut-être limite plus centré sur ta gestion à toi, en tout cas sur du long. Dans le triathlon classique où tu vas beaucoup plus regarder, comme tu disais, tes watts ou ta fréquence cardiaque, ou enfin t'es plus dans ton effort personnel, et cette dynamique de course, bah elle est là, mais elle est peut-être un peu moins présente là où effectivement dans le cross ça joue un rôle beaucoup plus important, quoi. Ouais, bah je pense que pour progresser en Xterra, t'es obligé au début d'accepter de te concentrer que sur toi-même, même si tu loupes des attaques, même si bah tu laisses filer le podium, mais sur tes premières courses t'es vraiment obligé de faire ton effort personnel pour apprendre à te connaître et apprendre à avoir une gestion de course, parce qu'au début t'as pas forcément le niveau pour réagir aux attaques, ou alors si tu le fais tu vas exploser après et ce sera pas intéressant. Donc c'est vraiment un processus où il faut se laisser du temps sur Xterra et il faut arriver et faire sa course et voilà, faire une liste un peu de ce qui a été, ce qui a pas été, ce que tu peux améliorer. Et puis après, quand tu commences à avoir un niveau et puis de l'expérience, et ben là, tu peux vraiment peser sur la course et tu peux jouer avec les autres et ça devient tactique. Mais c'est vraiment un sport où voilà, t'es pas dans un peloton et si tu t'accroches un peu, t'arrives à tenir. Je veux dire, quand tu montes pendant 20 minutes, si t'as pas le niveau physique et technique, tu l'as pas et c'est impossible de suivre. Donc, je pense que le processus pour devenir vraiment pour être à haut niveau sur le cross triathlon ou sur Xterra, faut se laisser du temps et faut vraiment, comme on dit, trust the process un peu, faut se faire confiance et se laisser du temps, quoi. C'est vraiment des phrases clés qui moi m'ont permis d'arriver à ce niveau en 2-3 ans, mais ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction des gens. Ouais. Et ce mental, du coup, parce que
je comprends que c'est quand même quelque chose, c'est probablement un de tes gros atouts. Tu l'entraînes comment, ce mental? C'est un truc inné ou t'as un coach, t'es suivi, t'as des techniques? Non, je l'ai vraiment fait toute seule. Je pense que la première chose, ça a été vraiment à chaque fois à la fin des courses de me dire qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui a été négatif, et de faire un bilan un peu de la course. Qu'est-ce qui s'est passé, comment tu pourrais faire mieux, etc. Et puis il y a eu un truc déclencheur chez moi, ça a été vraiment de plus faire la course contre les autres, mais de faire la course un peu avec moi-même. Alors même si le but c'est quand même de gagner la course ou de finir sur le podium, ça a été de me dire que en fait il y a que moi que je peux gérer, il y a que ma performance que je peux gérer, et si je commence à chaque fois avoir peur des autres adversaires ou à faire toujours en fonction d'elle, ça fonctionnait pas, quoi. Parce que je me mettais une pression, je me disais celle-là c'est bon, elle est devant, elle est forte, ou alors elle d'habitude elle est derrière moi, aujourd'hui elle me dépasse, c'est la catastrophe. Et du coup de se concentrer vraiment sur ce que moi je suis capable de faire, et ce que je suis capable de les choses sur lesquelles je suis capable d'agir, ça m'a vraiment aidé, ça a été assez déclencheur, je pense. Et après j'ai beaucoup travaillé toute seule, et j'ai essayé de mettre pourtant j'ai aucune connaissance là-dedans, mais j'ai essayé de voir ce qui n'allait pas et comment je pouvais le modifier, et voilà, ça a été mon process. Mais concrètement, le truc ça a été de me concentrer sur moi-même et de me dire qu'il y a que moi qui peux gérer ma perf, et peu importe ce qui se passe autour, faut pas que je me laisse déstabiliser par ça. Parce que pareil, en cross triathlon, une chute ça peut arriver, mais c'est pas pour ça que ta course est finie. Et une crevaison ça peut arriver, etc. Donc il faut toujours être capable de s'adapter. Concrètement, ça veut dire tu te fais dépasser sur une course par une nana qui en général est derrière toi. Tu te dis quoi? Enfin, c'est quoi que tu te dis dans ta tête à ce moment-là? Ça va dépendre vraiment de la course. Par exemple, si on est sur un Xterra long, je sais très bien que les filles elles partent assez vite et qu'après ça se calme. Donc si c'est des filles intéressantes pour moi qui sont costauds, je vais m'accrocher parce que il y a besoin d'être dans les roues, et je sais que ça va se calmer après. Par contre, si c'est une fille qui est pas trop là d'habitude, je vais plutôt me dire là elle est en sur-régime, ça va pas tenir, t'affole pas. Donc c'est des choix en fait. Et des fois tu mets en place la bonne tactique, et des fois tu mets pas la bonne tactique en place. Mais clairement au championnat du monde par exemple, je m'étais dit ça va être une course longue et exigeante, il faisait froid, nage avec les filles avec lesquelles t'as l'habitude et qui vont sûrement finir sur le podium. Tu nages avec elles, et après en vélo, le premier tour t'observes un peu, tu t'accroches parce que ça va partir vite comme ça part toujours vite. Et finalement je fais une super natation, sans en mettre trop non plus parce que je sais que je peux perdre beaucoup d'énergie en natte. Je fais une super natte, je sors avec Sandra qui était la grosse favorite et qui a tout gagné cette saison. Et puis en vélo, je vois tout de suite que je suis bien et qu'elle arrive pas à me tenir, donc là je me suis dit c'est ma chance, c'est l'opportunité, et vas-y quoi. Donc c'était pas du tout ce que j'avais envisagé et ce que j'avais imaginé sur ces championnats. Ok, tu t'attendais... Et pour autant... Ouais. Non, et j'allais dire pour autant, je creuse avec elle, et puis après finalement elle revient sur moi, donc c'est pareil, il faut réussir à pas lâcher dans la tête et à se dire non, vas-y, continue ton effort, t'es pas parti trop vite, elle la laisse pas rentrer, etc. Donc c'est quand même challengeant parce que c'est jamais fait, quoi. T'avais une idée de ce que tu voulais faire comme perf? Enfin, en tant que au niveau du classement, en tout cas? J'ai été blessée le mois avant les championnats du monde, donc la préparation, j'avais passé de bonnes séances les 2 dernières semaines, mais sinon la préparation elle avait pas été très linéaire, et j'avais dit que si je faisais podium déjà ce serait une très très grosse course pour moi. T'avais été blessée 1 mois avant? Ouais, j'avais vraiment du mal à courir, un petit truc qui est toujours un petit peu là d'ailleurs, mais du coup c'est vrai que c'était pas rassurant, et finalement j'ai réussi à passer 3-4 bonnes séances juste avant l'échéance, et avec j'imagine avec tout ce que j'avais avec toute la saison déjà avant, etc. Mon corps il a retrouvé un peu ça, et puis il a su capitaliser, mais non, c'était vraiment pas une préparation linéaire. C'est dingue parce que on voit ça quand même, on a déjà vu ça quelques fois, quoi. Arthur Orso à Aix-en-Provence qui après un retour de blessure, un truc quand même assez grave où il a quand même été il avait bien arrêté de s'entraîner pendant quelques mois,
Et en fait, 6 mois après, bah, il gagne l'Ironman, le semi-Ironman à Aix-en-Provence. Souvent, le fait de te blesser, bah, ça te permet, en fait, ça te force à te reposer et tu reviens plus fort, quoi. Parce que, de manière générale, les athlètes sont toujours un petit peu en surentraînement, un peu en sur-régime, parce que voilà, on a toujours envie de s'entraîner un petit peu plus, on a envie de, voilà, on prend un peu des risques d'une certaine manière à l'entraînement, parce qu'on met un peu plus de volume que prévu. Et donc en fait, parfois, bah, le fait d'avoir cette cassure un peu forcée, bah, ça nous permet en fait d'avoir une meilleure période d'affûtage, quoi. Ouais, alors c'est vrai qu'on est toujours sur la ligne un petit peu proche du surentraînement parce que c'est ce qu'on cherche et c'est comme ça qu'on progresse. C'est en fatiguant le corps, en fatiguant un peu l'esprit et puis derrière on met en place des périodes de récupération pour justement avoir ce pic de forme. Donc c'est vrai qu'on est toujours un peu sur la ligne et c'est très très fin. On peut aller d'un côté ou de l'autre, quoi. On peut arriver sur le côté de la perf ou sur le côté vraiment blessure et surentraînement. Et ça, on gagne pas à tous les coups, hein. Même si on le planifie avec notre coach, même si on se connaît au fur et à mesure, c'est clair que il y a des fois où ça passe pas. Mais là, moi, j'étais assez inquiète parce qu'en fait, je me suis déjà blessée en janvier, où là, c'était un petit accident au ski et où du coup, j'avais eu une contusion sur la tête du péroné, donc j'avais déjà été arrêtée 6 semaines. Donc c'est vrai qu'il y a des fois où on se dit bon bah prends-le comme l'opportunité de te reposer, de bien refaire les bases, de reprendre progressivement après. Mais là, je m'étais dit, ça fait quand même beaucoup dans la saison, sachant que j'avais déjà, vu que moi je suis sur 2 sports, j'ai ainsi un sport l'hiver, j'avais déjà fait une grosse coupure en juillet de 2 semaines où j'avais vraiment fait 0 sport. Et donc la blessure en janvier, une coupure en juillet, et puis là cette blessure qui m'empêchait essentiellement de courir. Et qui me prenait aussi beaucoup d'énergie mentale parce que ça commençait à durer et à me stresser, bah je m'étais dit non, ça fait trop, là ton corps il va se désentraîner. Donc ouais, il y a des fois où c'est bénéfique et il y a des fois où si bah il y a trop de repos, tu perds en entraînement, c'est sûr. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est quand même, enfin, c'est intéressant quand même de voir qu'en fait, en réalité, la plupart des athlètes en font un petit peu trop. Parce que souvent quand il y a une blessure, c'est vrai qu'on les voit parfois revenir. Souvent, tu sais, on dit t'es blessé, mais c'est pas grave, tu reviendras plus fort. Mais en fait, ouais, d'une certaine manière, le fait de te reposer, bah, tu reviens plus fort, donc ça a du sens. Mais du coup, toi, t'as débarqué en fait sur. Bon, ça faisait un moment que t'étais sur Xterra, mais j'imagine que la plupart des nanas, elles t'ont vu débarquer au championnat du monde. Enfin, c'était pas prévu, quoi. T'étais pas la favorite. J'étais pas la favorite. Après, cette année, quand j'ai préparé mes objectifs, je les ai quand même bien remplis, hein. On court sur 2 circuits en cross triathlon. On court sur le circuit fédéral qu'on appelle cross triathlon et puis sur le label Xterra qui est comme le label Ironman. Ouais. Et je fais 3e au championnat du monde ITU, donc qui sont les championnats du monde fédéraux. Je suis championne de France et là je suis. Ouais, donc t'as fait une saison incroyable, mais enfin, ça fait 2 ans que tu fais du tri, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, ça a quand même été linéaire, même si ma progression est super rapide. Bon, c'est vrai que je galérais il y a 2 ans à être dans les top 10. L'année dernière, j'étais à peine dans les top 5. Et puis, cette année, j'étais dans les podiums et avec quelques victoires. Donc, ça a été quand même assez linéaire, même si elle est super rapide, ma progression. Ouais, mais c'est ça qui est dingue, parce que tu regardes, je sais pas, tu prends un exemple avec Sam Laidlow par exemple, qui est passé sur le podcast l'année passée. Bon, tu regardes sa perf à Hawaï, tu regardes son parcours, tu te dis waouh, c'est impressionnant. Mais en même temps, le mec, ça fait 20 ans qu'il fait du tri. Tu vois. Et pourtant, il est encore plus jeune que toi, tu vois. Donc, tu te dis d'une certaine manière, enfin, même si ça reste dingue ce qu'il a fait, tu te dis, bah, ouais, il a 20 ans d'expérience, donc ça s'explique, parce que, quand il avait 4 ans, il faisait déjà du tri, quoi. Parce que ses parents étaient là-dedans, etc., etc. Donc, voilà, un sablé de l'eau, ça fait 20 ans qu'il fait du tri. Bon, bah oui, il a commencé le triathlon à 4 ans. D'une certaine manière, tu pourrais dire bon ok, enfin c'est ça la raison pour laquelle il est parvenu à faire vice-champion du monde sur Ironman. Toi, ça fait pas 20 ans, enfin tu vois, je veux dire ça fait 2 ans que tu fais du tri à ce niveau-là. Donc c'est ça qui est dingue en fait, c'est cette progression. Ouais, il y a une partie forcément que j'explique pas trop. Après j'ai toujours fait du sport, j'ai quand même fait beaucoup de compétitions en vélo. Et puis j'ai quand même énormément augmenté
mon volume d'entraînement ces 2 dernières années. Donc il y a quand même un truc, il y a quand même une persévérance, il y a quand même un volume d'entraînement qui est beaucoup plus conséquent que ce qu'il a été. Donc ça sort pas de nulle part. Et puis il y a mon corps au fur et à mesure qui s'est adapté quand même parce que ouais, comme je disais, je suis passée un peu par toutes les blessures, etc. Et maintenant que je suis un petit peu plus tranquille avec ça, et ça roule pas tout seul, mais c'est beaucoup plus simple pour moi de mettre en place des vraies séances clés, etc. Mais ouais, forcément, il y a un truc que j'explique pas. Je pense qu'il y a comme je disais, le fait que je sois super heureuse dans ce sport, que j'ai une grosse liberté de choix de compétition. J'ai trouvé un super coach avec qui on arrive vraiment bien à travailler maintenant. Et puis voilà, le fait que j'ai mon autonomie, je pense que ça aide, mais moi aussi, je l'explique pas forcément. Comme je disais, je fais 2 sports. Je fais du cyclocross l'hiver. Je suis dans une équipe là. D'ailleurs, on a commencé la saison la semaine dernière. Et l'hiver, j'ai juste à rouler. J'ai une équipe derrière moi, donc ça me donne. J'ai aussi un petit peu plus de contraintes, mais j'ai à trouver un équilibre avec voilà l'hiver le cyclocross où j'ai mon équipe mais quelques contraintes, et puis l'été où je suis en solo, mais par contre j'ai une liberté absolue de faire tout ce que je veux en termes d'entraînement et de compétition. C'est marrant parce qu'en fait, en gros, ce que tu nous dis, c'est moi mon avantage compétitif, c'est que je suis heureuse et que je suis bien dans mes bottes, et c'est ça qui fait que j'explose les records, quoi. Parce que bon, le volume d'entraînement, je suis d'accord, forcément oui c'est nécessaire, mais bon, moi j'arrête de bosser demain et je m'entraîne 30 heures, 40 heures semaine. Voilà, enfin j'y arriverai pas, tu vois, enfin je ferai pas ce que t'as fait, quoi, c'est pas possible. Donc il y a un truc maintenant, c'est hyper intéressant. C'est marrant parce que quand tu me dis je fais du cyclocross l'hiver, en fait tu regardes tu sais la nouvelle génération de cyclistes avec les Van der Poel, les Van Aert, etc. En fait c'est des gars qui font du cyclocross. Ouais, après eux ils ont un petit peu moins la possibilité d'en faire maintenant, mais c'est pas nouveau qu'on aille chercher. Ouais, d'accord, non mais je veux dire c'est de là qu'ils viennent, tu vois. Oui. Ils ont cette base. Et ça c'est impressionnant parce que le cyclocross c'est pas un truc qui est très connu, hein. C'est quand même un peu ouais, enfin peut-être un peu comme le Xterra en triathlon, tu vois, c'est un peu le truc on regarde pas trop. Bon, les gens qui sont dans le vélo ils connaissent, mais sinon la plupart des gens, bon, ils connaissent le Tour de France, ça va, le VTT ça ils connaissent, mais le cyclocross c'est particulier. C'est une excellente préparation, hein. Mais donc ouais, donc je disais le cyclocross c'est une excellente préparation en hiver, et c'est ce que faisaient en tout cas ces cyclistes-là, en tout cas au début. C'est vrai que maintenant, bon, ils sont peut-être davantage sur la route, mais c'est un avantage incroyable parce que techniquement, y a rien à faire. Tu fais du cyclocross, t'as une technique aussi que t'as pas quand t'es juste sur la route, et en plus de ça, ça te fait une préparation physique mais incroyable en hiver, quoi. Après, t'as moins l'effet coupure, tu vois, où tu te dis bon bah voilà, là c'est la off season, je vais pouvoir me reposer un petit peu plus, quoi. Donc c'est vrai que c'est fatigant. Je sais que mon père faisait ça à l'époque, il faisait du cyclocross en hiver, de la route en été, et il disait c'était usant parce qu'il y a un moment, en fait, t'enchaînes les compétitions toute l'année et t'as pas vraiment de répit, quoi. Ouais, et puis moi j'ai quand même un profil atypique parce que oui, je fais du cyclocross l'hiver, mais l'été je fais pas que du vélo, quoi. Donc il faut que j'arrive à trouver le bon équilibre en termes d'entraînement pour aussi garder mes bases en course à pied et en natation. Parce que voilà, en cyclocross on court quand même beaucoup. Voilà, là la semaine dernière on était sur une Coupe de France, donc on part le jeudi ou le vendredi, et puis on a une compétition, on fait un cyclocross le samedi et on en refait un le dimanche. Donc ça fait tout de suite 4 jours où je peux pas forcément courir, pas forcément nager, et je peux aussi vite perdre en niveau en natation et en course à pied. Donc c'est quand même un sacré challenge de faire 2 sports qui c'est pas qu'ils ont rien à voir, mais qui sont quand même bien différents. C'est dingue. Tu t'entraînes combien d'heures semaine? Je m'entraîne entre 15 et 25. Ce qui en soi est bon, ouais. c'est beaucoup pour le commun des mortels, on va dire, mais c'est pas non plus, enfin voilà, il y en a qui disent ouais, moi qui disent ouais, moi je suis à 30, enfin tu vois, c'était dans la moyenne, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus Ah ouais, non, de toute façon aujourd'hui quand si tu t'entraînes 30 heures quand tu fais des distances olympiques, tu t'entraînes combien d'heures le jour où tu veux passer sur Ironman, et je pense que moi j'ai besoin de passer des grosses séances clés, et c'est ce qui me fait progresser, et ma base après en termes de volume, elle est suffisante pour moi quand je suis autour de 20 heures.
Et puis c'est ça aussi la progressivité. C'est une progressivité, c'est pas que dans la saison où faut reprendre tranquille, etc. C'est aussi un plan de carrière où il faut être progressif année par année et où tu peux mettre des nouvelles choses en place. Je pense que, enfin, c'est un peu le meilleur moyen de se cramer et de se dégoûter que de commencer comme moi assez tard et puis tout de suite vouloir copier tous les triathlètes et puis faire 30 heures parce que tout le monde fait 30 heures. Faut trouver son équilibre et vraiment se faire confiance. Et c'est pour ça que c'est important d'être entouré par un entraîneur ou des gens qui s'y connaissent. Ou moi j'ai un petit bagage aussi en entraînement parce que faut se faire confiance, faut mettre des choses en place sur le long terme. Et ouais, j'ai des semaines à 15 heures, j'ai des semaines à 25 heures et les deux sont importantes pour progresser, quoi. Ouais, c'est tellement enfin c'est tellement vrai ce que tu dis. On en voit beaucoup, hein, des athlètes qui encore une fois, athlètes élite, pro ou même amateurs, mais des gens qui se disent voilà, je me mets dans le triathlon, ils sont un peu pris par le virus du triathlon et en fait ils se donnent à fond et puis ils terminent complètement cramés et puis après ça donne plus rien derrière, tu vois. Donc ils montent très très vite comme ça sur quelques années et puis après tu t'entends plus parler d'eux, quoi. Parce que ouais, ils sont vraiment cramés et donc je trouve ça top d'avoir cette maturité aussi, tu vois, de déjà te dire ça aujourd'hui. Ouais, bah forcément, je suis quelqu'un de pressé quand même, hein. J'ai envie que ça arrive vite et c'est arrivé vite, hein. Ma perf au championnat du monde, elle est arrivée en 2 ans et demi, donc finalement c'est arrivé vite. Mais si j'ai été blessée, c'est pas pour rien quand même les dernières années. À mon avis, c'est que moi aussi j'ai fait ces erreurs de pas respecter toujours les étapes. Mais maintenant, je regarde plus trop ce qui est autour de moi et j'ai fait mes preuves en termes de résultats pour me dire bah fais-toi confiance parce que tu sais que quand tu prépares un objectif, tu y arrives, quoi. Ouais, et puis là de toute façon tu peux, enfin je sais pas, tu nous reparleras un peu de tes objectifs à venir, mais je pense que là t'as fait tes preuves, oui, en tout cas sur le parcours cross, tu peux difficilement faire beaucoup mieux, quoi. Si ce n'est réitéré, tu vois. Après c'est toujours challengeant, hein, parce que voilà, moi j'ai eu de la chance. Les championnats du monde, c'était des conditions quand même assez extrêmes, avec une eau très froide, avec un circuit extrêmement boueux, glissant et qui était devenu technique. Et du coup ça me convenait, mais je veux dire, si ça se trouve l'année prochaine les championnats du monde ce sera super sec, faudra rouler hyper vite et ça me conviendra moins. Et c'est ça en fait dans notre sport, c'est pas parce que t'es le meilleur et dans tous les sports, hein, c'est pas parce que t'es le meilleur à un instant T que tu vas gagner toutes les compétitions. Et non, encore plus sur des circuits qui sont hyper et des durées de course qui sont variables sur Xterra. Et c'est là, à mon avis aussi, où le cyclocross t'a énormément aidé sur ton parcours etc. cette année, si c'était technique. Ouais. Après, le VTT, c'est encore différent. Mais là, pour le coup, quand c'est des conditions vraiment boueuses ou froides, forcément, moi, j'ai l'habitude Bah oui. d'aller courir le week-end quand il fait 5 degrés. Ça me dérange pas trop, ouais. Ouais, ça joue énormément. Et du coup, en termes de longueur, c'est quoi tes préférences sur les parcours cross? Franchement, c'est assez étonnant, mais avec le cyclocross, je pense que je suis forte quand on a des short tracks, donc des épreuves de 40 minutes, et je suis aussi bien quand c'est plutôt long. Mais ouais, je suis un peu dans les deux extrêmes, j'ai l'impression. Pas entre les deux, quoi. Ouais, pas forcément. Il va me manquer peut-être un petit peu de l'explosivité, je l'ai sur short track, mais ce truc d'une épreuve de 2 heures où là c'est de la puissance pure qui va parler pendant 2 heures, ça il va m'en manquer un peu, je pense. Ouais, tu connais tes axes de progression pour les années à venir, du coup. Ouais, c'est ça. Bah après c'est pas facile comme on disait, moi vu que je fais les deux sports, je peux pas mettre en place l'hiver un truc où je me dis bon bah cet hiver je bosse là-dessus, je bosse sur mon point fort ou sur mon point faible. Là je suis un peu dans le rush tout le temps, donc c'est pour ça que c'est pas évident non plus. Après j'ai la chance d'avoir une équipe en cyclocross qui me fait confiance à 200%. Et si un week-end je leur dis bah non, ce week-end j'ai envie de rester au chaud à la maison, je préfère m'entraîner, ça va me donner confiance de faire 2 grosses semaines d'entraînement plutôt que d'aller faire un cross, et bah ils me font complètement confiance et ils me laissent faire ça. Donc je peux quand même un peu bosser sur des axes de progression l'hiver, mais pas autant que quelqu'un qui
aurait le vrai cycle de coupure et puis après de reposer des bases solides et puis de bosser tout l'hiver comme ça. C'est un peu différent. Tu t'es demandé à un moment si t'allais faire un choix? Tu vas faire un choix à un moment entre les deux sports? Bah finalement c'est plutôt récent pour moi cet équilibre. L'année dernière j'ai commencé le cyclocross un peu au hasard parce qu'il y avait besoin d'un effectif dans mon équipe. Ah oui, donc cyclocross c'est aussi un truc nouveau. Bah non, j'en fais depuis tu sais que tu nous dégoûtes un peu là, c'est pas possible. Non mais là c'est pareil, j'ai pas trop d'explications, j'en fais depuis que je suis jeune, j'en ai fait en minime, cadet, junior. Mais l'année dernière, j'ai eu l'opportunité d'en faire, j'ai pu faire mes 2 premières coupes du monde. Je fais un bon championnat de France, mais l'année dernière ça sortait un peu vraiment de nulle part. Concrètement, ouais. Il y a un truc, Solène, il s'est passé un truc là, c'est pas possible. Explique-nous la potion magique. Ouais, il y a eu un déclic, il y a eu quand même beaucoup d'entraînement ces 2 dernières années. Et si, il y a eu un gros truc différent quand même, c'est que depuis 2 ans, j'ai arrêté de bosser et je suis plus en études. Donc ça, c'est le gros truc en termes de récupération qui fait la différence, je pense. Oui, t'es passé à 100%, 100% dans le sport, quoi. Enfin, dans l'entraînement. Ouais. Même si j'ai vécu pendant 2 ans en van, donc c'est vrai que la logistique liée au mode de vie nomade, elle était aussi un peu fatigante, mais c'est sûr que de plus travailler à côté, de plus, en tout cas plus à 100%. Ça change. Je pense que c'est ça le gros déclic. Tu dis que t'as vécu en van, c'est quoi? C'est sur les 2 dernières années? Ouais, depuis que j'ai commencé le Xterra. Là, je me repose juste à Angers, mais sinon ces 2 dernières années, ouais. Alors, attends, c'est quoi la vie en van? Parce que en plus, tu fais du cross triathlon, tu fais du cross. Explique-nous, parce que t'as quand même besoin de prendre une petite douche de temps en temps. C'est quoi? Ah oui, alors quand je dis van, c'est pour le côté stylé, parce qu'en vrai c'est un camping-car, mais j'assume pas de dire que je vivais dans un camping-car à 25 ans. Ok. Et pourquoi ce choix de vie en fait? Pour te concentrer à fond sur ta préparation et être opérationnel, donc éviter les irritants du genre là tu vois, moi je viens de déménager, j'habite dans un super coin, mais je suis à 250 mètres d'altitude au-dessus de la ligne la plus droite et la plus plate possible. Donc à chaque fois que je veux partir faire une séance de 15 bornes, ça descend, ça va, mais après il faut que je prévoie 2 km de remontée à 10%. Donc pourquoi t'as choisi toi cette vie en van? Alors déjà faut savoir que le Xterra c'est hyper précaire. Donc mon envie et mon objectif de vivre du Xterra, il est très très récent. Ça fait 6 mois que je me dis là t'as le niveau et un peu d'ambition et voilà, sois athlète à 100% et essaye d'en vivre. Et en fait, il y a 2 ans, quand donc avec mon ex-copain, on s'est dit, on va faire du Xterra. C'était pas forcément dans cette optique de devenir les plus grands champions et de gagner notre vie avec ça. Et en fait, on est parti un peu en tour d'Europe et on s'est vite posé la question. On était en Europe de l'Est et on s'est vite posé la question et on s'est dit, mais en fait là, il y a pas de piscine autour de nous. C'est compliqué de s'entraîner, qu'est-ce qu'on préfère faire? Est-ce que on continue toujours sur le fait de vouloir visiter l'Europe et voyager, ou est-ce que la performance c'est ce qui va nous animer et ce qu'on veut faire? Donc l'objectif à la base c'était de voyager et puis de faire des compètes de Xterra un peu le long du voyage, mais cette envie de performer, il a pris le dessus. Et du coup, ça s'est fait progressivement, mais le projet initial c'était pas ça. Donc c'est pour ça que ça fait 2 ans quand même qu'on vivait en van. Mais clairement le projet a évolué et c'est pas un sport où, comme je disais, moi il y a 2 ans j'avais clairement pas ce niveau, donc je m'étais pas dit Solène t'es athlète professionnelle. C'est assez récent. C'est quand même c'est une progression physique, mais c'est aussi dans la tête un peu un déclic de se dire maintenant c'est bon, t'as le niveau, tu peux être professionnel. Et voilà, c'est comment ça s'est fait un peu ces 2 dernières années. Alors attends, parce que c'est quoi pour toi être athlète professionnel? Parce que finalement, ne serait-ce qu'en France, il n'y a pas de statut d'athlète professionnel. T'as pas une carte professionnelle pour dire je suis athlète professionnel. Ouais. À la limite, on peut définir un athlète professionnel comme quelqu'un qui tire des revenus de sa pratique, qui en général sont des revenus publicitaires ou de sponsoring, où tu vas animer des conférences et donc t'es payé pour ça. Tu as éventuellement le statut d'athlète de haut niveau inscrit sur les listes ministérielles du ministère des Sports. Est-ce que toi, c'est ton cas? Et c'est quoi finalement pour toi être athlète professionnel?
Alors moi c'est clairement pas mon cas et c'est vrai que ça choque un peu les autres athlètes souvent autour de nous quand on leur dit que bah non on n'a pas de licence professionnelle en France. En fait on n'est pas du tout reconnu et personne sait que mon métier c'est de m'entraîner. Finalement il y a que moi qui me met dans cette bulle et qui me dit vas-y aie un peu d'ambition et essaye d'aller chercher le plus haut niveau dans ton sport. Donc c'est vrai que des fois on est un peu seul dans cette démarche. Mais non, clairement, j'ai pas de statut de sportif professionnel. Moi, je me suis juste mise cette idée en tête parce que aujourd'hui, c'est mon travail, c'est-à-dire que c'est le temps, c'est là où je passe le plus de temps dans ma semaine, c'est à m'entraîner et que mon objectif, c'est de performer. Et après, concrètement, pour l'instant, j'ai pas trouvé, en tout cas, j'ai pas de sponsor assez conséquent pour dire que je gagne vraiment ma vie avec le sport. Mais en tout cas, je me mets dans cette optique-là et dans cette bulle-là de me dire je suis athlète professionnel et aujourd'hui, j'ai envie de progresser, j'ai envie de gagner des grosses courses, quoi. Pour avoir le statut d'athlète de haut niveau inscrit sur la liste ministérielle, il faut que ce soit un sport olympique et pour autant que je sache, le cross triathlon ou le cross country sont pas des sports olympiques. Non, ni le cyclocross ni le Xterra et j'ai même fait une demande là à la fédération de triathlon pour avoir justement un document attestant que je faisais que j'étais athlète haut niveau, on va dire, ou professionnel et ils ont vraiment tiqué à m'envoyer un document même si cette année je suis championne de France, championne du monde de Xterra et 3e au championnat du monde ITU, quoi. Donc déjà c'est compliqué d'avoir une reconnaissance et encore plus dans notre sport, ouais, c'est sûr et certain. C'est très précaire. Et alors du coup tu vis de quoi au quotidien parce que vivre de son entraînement, s'entraîner c'est bon pour la tête, c'est bon pour le corps, mais faut quand même mettre du beurre dans les épinards et puis manger quelques pâtes de temps en temps. Donc tu vis comment tout ça? On vit un peu des primes de course. Là c'est vrai que les championnats du monde c'est la course la plus primée en Xterra, donc ça permet de souffler un peu. Après voilà, je suis arrivée dans le Xterra au moment où quand même ça grossit. Au moment où ils se disent voilà en fait ça peut être une discipline hyper moderne en termes de format, donc on met en place des short tracks, on a envie que ce soit télévisé, etc. On met du média en place, donc j'arrive quand même dans le Xterra au moment où c'est en train de grossir et du coup voilà on a des primes de course qui chaque année augmentent un petit peu. Donc il y a les primes de course, il y a j'ai quand même quelques sponsors, j'ai des partenaires qui me suivent depuis le début. Donc là c'est vrai que c'est un gros travail cet hiver pour moi de, on va dire, surfer un peu sur la vague de voilà, j'ai ce titre de championne du monde et aujourd'hui il faut que je me serve de ça pour aller chercher plus de sponsors et de partenaires. Mais ça c'est un gros boulot, il y a énormément de travail et de temps à passer là-dessus. Je sais pas combien d'heures par semaine j'y passe, mais ça tombe vraiment pas tout seul. Dans nos sports qui sont un peu méconnus, ou en tout cas qui sont des sports de niche, c'est très compliqué. Alors c'est intéressant, hein, mais c'est beaucoup d'énergie et de temps à passer, et puis c'est aussi un peu stressant. Mais du coup, sponsor, prime de course, et puis non, c'est précaire. Là, je suis retournée du coup du côté d'Angers et je passe l'hiver chez ma mère, donc c'est sûr que c'est pas il faut accepter que derrière ça prenne du temps et que peut-être ça se débloque jamais entre guillemets. Donc c'est la passion qui prime un peu avant tout. Ouais, et en même temps comme tu le dis tu fais ce que tu kiffes, t'es heureuse, c'est le principal. Ouais, c'est le principal, mais c'est vrai que des fois c'est un peu désespérant, enfin ouais, de se dire que on n'est pas reconnu entre guillemets à notre juste valeur parce que on n'a pas de statut, parce que le sport en France c'est quand même pas très très encadré. Enfin, moi des fois, ça me fait un peu de la peine de me dire qu'aux yeux de l'État, au final, je suis quelqu'un qui ne travaille pas, qui est inactive finalement dans la société. Et ça dépend aussi encore une fois, ça dépend d'une discipline à l'autre. T'aurais pu, allez, si tu fais le choix de t'orienter vers du cyclisme sur route, ou du triathlon format olympique, c'est des disciplines qui sont reconnues. C'est des choses auxquelles t'as pensé aussi parce que au final c'est vrai, on en parlait encore récemment dans un épisode, je sais plus avec qui c'était, mais je racontais que à l'époque où quand je vivais en Colombie, je roulais avec des cyclistes qui étaient en fait des cyclistes, des VTTistes qui étaient très bons en VTT, ils avaient un niveau incroyable,
Sauf que les gars, ils pouvaient pas gagner leur vie en VTT, et donc du coup, ils se rentaient sur la route. Mais leur vraie passion à eux, c'était le VTT, quoi. Mais ils avaient pas le choix. S'ils voulaient vivre de ça, il fallait qu'ils fassent de la route. Et donc, est-ce que c'est quelque chose auquel t'as déjà pensé aussi, ou bien tu dis bah non, en fait, in fine, moi mon kiff c'est le cross et c'est là-dedans que j'ai envie d'évoluer parce que c'est ça ma passion, quoi. Bah oui, clairement, je me suis beaucoup posé la question l'hiver dernier, mais surtout pour le cyclisme sur route en fait, parce que je pense que c'est peut-être là que j'aurais plus ma carte à jouer. Après, en voyant la saison que je viens de passer et tout ce qu'apporte le Xterra, parce que le Xterra c'est pas juste de la compétition, c'est toute une aventure, c'est quand même encore un petit sport qui est accessible, donc en termes de rencontres entre les professionnels, les amateurs, etc. C'est hyper enrichissant. Donc quand je vois l'année que je viens de vivre, j'ai pas forcément encore cette envie de retourner sur faire du cyclisme sur route. Mais je m'étais posé la question. Là, j'ai forcément avec le titre de championne du monde, je me dis que je vais trouver des sponsors, etc. Donc je vais pouvoir petit peu pérenniser ça, mais ouais, je m'étais posé la question en cyclisme, même sur des fois des équipes de VTT en Espagne où j'aurais pu gagner un petit peu mieux ma vie qu'en faisant du Xterra, ou même sur le triathlon longue distance. Je pense que j'y viendrai peut-être un jour, mais pour l'instant, je suis dans une bonne dynamique, donc la question se pose pas en tout cas pour la saison prochaine. Et t'as un plan, parce que tu parlais un peu d'un plan de carrière tout à l'heure avec ton coach, tu dis bon voilà, ça fait 2 ans que je suis vraiment à fond dans le triathlon, du coup j'y vais progressivement aussi d'année en année, j'augmente le volume, mais vraiment sur une perspective un peu plus sur plusieurs années, quoi. T'as déjà des objectifs comme ça à moyen long terme? Bah déjà, l'objectif d'être championne du monde, je l'avais pas. Ok. C'est un peu bizarre, mais non, en fait, je m'étais pas dit. Tu te l'étais jamais dit? Année, j'avais en fait, je suis quelqu'un d'assez concrète et je me l'étais pas imaginé parce que je savais que j'étais pas prête. Enfin, dans ma tête, j'étais pas prête. Prête dans le sens prête physiquement, ou tu pensais juste pas avoir le niveau, pas être quelqu'un qui puisse prétendre à ça? Non, ouais, prête physiquement. Je savais que je pouvais faire un podium sur une bonne course, mais il y avait des filles où je m'étais dit non, clairement, au vu de ce qui s'est passé cette année, j'ai pas leur niveau physique et je pourrais pas les battre. Donc je m'étais pas imaginé être championne du monde. Donc déjà j'ai mis un petit peu de temps à réaliser, un petit peu de temps avant de me dire ah bah c'est moi en fait je suis championne du monde et je vais être associée à toutes ces autres super athlètes qui ont été championnes du monde avant moi, etc. Donc j'ai mis un petit peu de temps à réaliser. Donc déjà ça c'était même pas un objectif entre guillemets que j'avais écrit sur le papier. Je fonctionne pas vraiment comme ça. Je suis plus finalement étape par étape et je me projette pas vraiment. Donc non, là je suis dans ma saison de cyclocross, j'ai déjà des objectifs en cyclocross et puis pour le Xterra de l'année prochaine, j'y réfléchirai l'année prochaine. Alors en même temps, t'as la pression là. La pression pour l'année prochaine? Bah pour le Xterra l'année prochaine. Ouais, après je me dis non, franchement, je connais le Xterra et cette année enfin quand on regarde nos courses, c'est ce que je disais, en fait les terrains, les circuits peuvent être tellement changeants. Tout le monde prépare pas les mêmes compétitions non plus. Du coup, je sais qu'en fait, c'est pas une athlète qui est championne du monde et qui est au-dessus de tout le monde. C'est un groupe d'athlètes qui sont tous super forts et qui se battent à chaque course pour gagner en fait. Donc je me mets pas la pression là-dessus parce que je sais que je suis pas forcément la plus régulière, mais que si je prépare mes objectifs, je serai présente. Mais du coup, je sais très bien que l'année prochaine, il y a plein d'athlètes qui vont me battre sur certaines courses et c'est normal parce qu'on est tous à un niveau qui est très proche les unes des autres. Oui, et puis il y a plus de, comme tu dis, le parcours peut tellement changer d'une course à l'autre, donc t'auras un avantage beaucoup plus important sur une autre. Enfin, c'est déjà le cas en triathlon de base parce que t'as 3 disciplines, mais en plus de ça, là t'as des circuits très différents à chaque fois, quoi. Non, après des objectifs en cyclocross déjà, et puis voilà, on reverra fin janvier pour planifier la saison de Xterra. C'est quoi tes objectifs de cyclocross du coup? Bah là déjà j'ai fait ma rentrée après une semaine de reprise d'entraînement ce week-end là sur la Coupe de France où je fais podium.
Je fais 3e samedi et 7e dimanche. Donc c'est assez surprenant d'être à ce niveau après. Alors que on est d'accord que le cyclocross, toi, t'en faisais plus depuis l'hiver passé. Ouais. J'ai eu mes vélos il y a 2 semaines, etc. Donc non, ça fait plaisir. Là, ça donne un bon boost de confiance. Après, malheureusement, avec le temps qu'il fait en ce moment, les circuits sont très roulants et très secs. C'est pas mon avantage. Mais non, mon objectif en vrai dans un coin de ma tête, mon gros objectif en cyclocross, ce serait de faire une sélection équipe de France, chose que j'ai jamais encore fait. Donc sélection équipe de France sur un championnat, c'est mon gros objectif. Et puis performer au championnat de France. Ouais. Attends, et il y a quand même un truc sur lequel j'aimerais revenir. Ça ressemble à quoi la van life quand t'es athlète en plus? Bah, ça ressemble à beaucoup d'organisation, beaucoup de logistique, c'est-à-dire que quand tu pars rouler, s'il pleut, tu peux pas laisser tes vélos un petit peu sales parce que dans le camion, sinon ça va vite rouiller. On est sans cesse en mouvement, donc c'est vrai que quand il faut trouver une piscine plusieurs fois par semaine, et c'est beaucoup de temps passé à trouver les horaires, les lieux, etc. C'est aussi beaucoup de préparation de circuit pour que la séance elle puisse caler avec le terrain qui est à côté de l'endroit où tu es. Donc c'est un petit peu toutes ces contraintes, mais par contre c'est une liberté incroyable de pouvoir bouger en fonction de la météo, de pouvoir bouger en fonction des paysages que tu veux avoir à côté de toi. C'est le confort de pouvoir arriver tôt sur les courses et les événements parce que tu te promènes avec ta maison. Et puis c'est tout ça, je pense. C'est plein de points positifs et plein de points négatifs, et il faut que ça convienne, hein. Ça convient pas à tout le monde. J'ai croisé beaucoup de personnes qui me disent oh la chance machin, mais pour qui ça ne conviendrait pas du tout comme mode de vie. Ouais, parce que c'est une charge mentale de dingue que tu viens de rajouter sur déjà une logistique qui est quand même assez les triathlètes savent de quoi il s'agit. C'est déjà parfois compliqué de caser son entraînement sur la semaine. Et toi, tu fais ça. Tu disais tu disais le extérieur c'est un peu précaire et donc c'est plus facile comme ça. Mais bon, in fine, si t'avais un petit loyer dans un petit appartement dans une ville de province, j'imagine ça te coûterait pas beaucoup plus cher que ton van. Tu le fais aussi surtout parce que c'est un kiff, c'est un mode de vie plus qu'autre chose. Ah bah oui, clairement, c'était une aventure qu'on avait envie de faire, qu'on avait planifiée. Et c'était incroyable, quand t'habites dans l'ouest de la France, que c'est tout plat et que tu fais du xterra, t'as qu'une envie, c'est d'être à la montagne finalement, ou des fois d'être dans le sud, de trouver du dénivelé, et puis de trouver aussi des gens autour de toi qui partagent la même passion, avec qui tu peux t'entraîner, avec qui tu peux rouler, etc. Donc en fait c'était incroyable de pouvoir réunir tout ça. Et moi j'avais déjà pas mal voyagé, alors pas forcément en van, mais j'avais déjà fait la Nouvelle-Zélande, l'Australie, donc je pense que j'ai ce truc aussi où c'est comme le sport qui m'anime, le voyage c'est un truc que j'ai en moi aussi. Et ça se passe comment du coup? Tu débarques dans tu débarques dans un bled, tu restes là une semaine, 2-3 jours, un mois, comment ça se passe? T'es où en général? Finalement en fait on s'est pratiquement jamais posé plus de 2 jours au même endroit, et je pense que ça c'est aussi ça ce qui nous a peut-être compliqué un peu la logistique, parce que du coup il faut toujours rechercher des circuits, etc. En bougeant souvent, mais non, en fait le temps passe vite, et il y a cette envie quand t'arrives dans un endroit de tout visiter un petit peu autour aussi, de tester tous les sentiers, donc on bougeait énormément. Et puis après, il y a les compétitions qui arrivent vite, donc quand t'es en Espagne et qu'il faut aller courir en République tchèque, c'est pareil, ça te fait un peu de temps pour y aller. Donc non, on avait vraiment été très très nomades sur ce voyage, et ce qui nous a permis de découvrir plein de spots d'entraînement à travers l'Europe. C'est dingue parce qu'en général, justement, on recommande plutôt d'avoir des habitudes, faire en sorte que
enlever cette charge mentale, de plus trop devoir réfléchir, de se dire bon en fait c'est simple, enfin ma piscine elle est là, je sais qu'elle est ouverte de telle heure à telle heure, je sais que en général je prends toujours ce couloir là parce que j'ai pas la petite mamie qui tu vois qui fait son aquagym au milieu de la piscine et voilà. Donc tu prends vraiment tes habitudes comme ça pour optimiser ta vie dans tous les moindres petits détails. Et toi tu dis bah ouais mais non en fait moi c'est le kiff avant tout et j'ai d'abord envie d'avoir cette liberté de pouvoir aller où je veux, ça fait rêver quand même. Bah ça fait rêver. Après je pense que c'est ça, on parlait du mental tout à l'heure, je pense que forcément c'était très challengeant aussi, hein. C'est hyper challengeant et je pense que c'est ça ce qui m'a fait progresser et ce qui a fait que je suis quelqu'un qui m'adapte assez facilement. Après maintenant je sais que j'ai besoin d'un moment justement où je perds pas de temps dans la logistique, où j'ai mes habitudes et parce que ça va aussi me permettre de repasser un cap supplémentaire, j'imagine, parce que c'est forcément pas le mode de vie le plus reposant. Mais voilà, à la fois ça m'a donné cette capacité d'adaptation, à la fois ça m'a aussi bouffé beaucoup d'énergie. Donc maintenant je sais que je suis capable de le faire, et que de temps en temps c'est un super kiff et que je peux m'adapter facilement. Et à la fois je sais que si je veux passer un autre cap en termes de performance, et faut aussi que je me resédentarise un petit peu pour les mois à venir. Pour celles et ceux qui nous écoutent, le podcast s'appelle Devenir triathlète, donc on essaye quand même de donner des bons trucs et astuces. Tu nous dis que ça t'a demandé quand même beaucoup d'efforts, mais en même temps que ça t'a permis c'est pas étranger à ta préparation mentale et à ton travail, à tout le travail que t'as pu faire, et notamment à trouver un petit peu tes déclencheurs. Moi, je viens de finir ma séance de préparation mentale et justement mon coach me dit il faudrait que pour la prochaine séance tu commences à réfléchir à ta routine de performance. Toi, ta routine de performance ou ta routine d'entraînement, c'était quoi finalement? Parce que même si vous bougiez tous les jours, est-ce que tu avais l'habitude, je sais pas, de préparer tes affaires la veille au soir, c'est dans une boîte, c'est prêt à partir, le vélo, t'as juste à le décrocher, il est prêt t'es prêt à le chevaucher, et puis dès que vous avez bougé, que vous avez garé le camping-car, hop, tu sais que c'est le déclencheur qui veut dire bon, maintenant c'est le moment d'y aller, il faut aller découvrir les environs et faire la séance. C'était quoi finalement un peu ta routine, c'était quoi un petit peu tes habitudes qui t'ont permis aussi de te centrer à certains moments sur ta préparation malgré tout ce chaos et toute cette charge mentale générée par le mouvement incessant? Je pense que j'ai pas forcément de routine. Au final, j'aime bien être quelqu'un qui est capable de me dire on me propose un entraînement, vas-y j'y vais parce que c'est kiffant, je vais discuter pendant l'entraînement, etc. J'ai vraiment besoin de ce côté plaisir dans mon entraînement, mais ma routine en fait je l'ai vraiment, comme je disais, sur mes séances clés. Je me connais un peu, je connais un peu mon plan, comment ça fonctionne, et plus on en fait, plus aussi on a, moi je m'entraîne beaucoup en polarisé, donc je vais avoir des entraînements très très lents, très tranquilles, et après je vais avoir des grosses séances dures. Et moi ma routine en fait c'est, en tout cas pour me sentir confiante, il faut que je passe ces grosses séances, il faut qu'elles soient bien faites, que je sois dans les watts, que le terrain il ait été adapté. Si j'ai 10 minutes de FTP, il faut que le terrain il soit régulier, etc. Donc en fait ma routine c'était plus de préparer ces séances-là pour être sûr que je vais pouvoir les passer sans qu'il y ait un feu au milieu de la route et que je m'arrête et que du coup ça biaise un peu mon entraînement. Et c'est plus une routine de confiance où je passe mes séances importantes, et après toutes les autres séances j'ai envie que mes séances d'endurance ce soit dans de beaux cadres magnifiques, je m'amuse parce qu'il y a du technique, que ça se passe bien et que je kiffe faire du sport, aller dehors. C'est plus ça. J'ai besoin d'un côté où je me rassure en passant des bonnes séances, et un autre côté hyper plaisir. J'ai vraiment un peu les deux opposés, où des fois je peux être très concentrée et où des fois où je peux être hyper relâchée. Et alors justement, comment est-ce que tu fais pour préparer ces séances spécifiques? Parce que si tu bouges tous les jours ou tous les 2 jours, j'imagine que tu connais pas le terrain. Tu utilises des outils en particulier? Tu as une communauté que tu actives pour leur demander tiens, demain on est à Alicante en Espagne, la semaine prochaine on est à Milan en Italie, où est-ce que je peux aller courir pour faire une séance spécifique, ou même où est-ce que je peux trouver une piste qui soit ouverte et qui soit pas utilisée par les clubs locaux au moment où j'arrive et qu'il y ait 150 personnes sur la piste? Enfin, quel est ton truc en fait pour préparer ces séances-là?
Bah c'est beaucoup derrière mon téléphone, hein. J'utilise beaucoup Komoot, après il y a Strava, Garmin, mais j'utilise beaucoup Komoot. Et puis après généralement en vélo surtout je profite de l'échauffement pour aller vérifier que le terrain que j'ai tracé il soit adapté. Et puis voilà, c'est le vélo, on va dire, le plus difficile à planifier parce que les séances peuvent être longues et du coup il faut des fois plusieurs kilomètres qui soient adaptés. Après à pied je fais pas de piste, donc j'arrive toujours à trouver un truc plat où je peux faire mes séances. Et puis en vrai le plus contraignant quand on est nomade, c'est vraiment la natation. C'est les horaires de piscine, le public qui peut être là, le fait qu'il y ait des lignes ou pas de lignes, c'est vraiment le truc qui peut prendre le plus la tête et qui prend aussi beaucoup de temps parce que même si tu vas nager 1 heure, bah tu fais 20 minutes de route pour y aller, tu mets 15 minutes à te changer, etc. Donc finalement la natation c'est vraiment le truc le plus contraignant. Déjà généralement c'est pas le truc qu'on préfère faire quand on est habitué à faire des sports d'extérieur. Ah bah on est d'accord. Ça met du temps à venir aussi, le fait d'aimer déménager. D'autant plus quand tu viens du vélo en général. Ouais, mais là, du coup, la comparaison, des fois, est peut-être plus facile à comprendre quand je disais que j'avais mis du temps à aimer le vélo. Je pense que les gens peuvent plus le comprendre par rapport à la natation. Où, en fait, c'est pas forcément la natation qu'on n'aime pas, c'est plus qu'on la maîtrise pas, et du coup, c'est difficile, et on n'y arrive pas, et on n'a pas forcément... on n'est pas forcément attiré par ça. Bah le vélo c'était oui, il y a un côté plus technique, il y a un côté plus technique et il y a un côté un peu moins aventure. Enfin, tu vois, je veux dire bon, tu nages dans une piscine, tu fais des allers-retours, c'est vrai que tu t'as quand même moins, t'as pas ce côté le beau coucher de soleil, le beau paysage, les sensations de vitesse. Enfin voilà, c'est plein de trucs que t'as pas quand tu es dans une piscine et que tu fais des allers-retours quoi. Ouais, c'est ça, faut que ce soit faut qu'il y ait un petit peu tout qui soit réuni pour que la séance de nat elle soit agréable finalement. C'est soit avoir un bon plan, soit avoir une ligne tranquille, soit avoir un groupe sympa à côté. Donc c'est pas aussi plaisant que les autres sports. Ouais, bah chapeau en tout cas. T'as dit que tu bossais avant, il y a plus de 2 ans, tu bossais, c'est ça? J'ai été en études, j'ai bossé un peu. Là, je m'entraîne essentiellement. Après, mon quotidien, il est partagé entre entraînement, récup, tout ce qui est démarchage, recherche de sponsors, beaucoup de mails, beaucoup de coups de téléphone, etc. Et je fais un petit peu de coaching aussi à côté. J'ai un diplôme d'entraîneur dans le cyclisme et une licence STAPS. Du coup, je fais un petit peu de coaching, mais je manque un peu de temps finalement. Attends, comment t'as fait pour faire rentrer tout ça dans 25 ans? Ta scolarité, ton diplôme et maintenant ta partie sportive pro, comment t'as fait pour faire tout ça? Bah je sais pas, je suis pas très bonne pour me souvenir des dates, mais en gros rapidement mon parcours c'est un bac S. Après je rentre en école d'infirmière et puis finalement ça me plaît pas, du coup je pars pratiquement 1 an en Australie. En revenant, je passe un DEGEPS, donc un diplôme d'entraîneur dans le cyclisme. Après ça, je me mets à bosser. Je signe un CDI où je travaille à Decathlon pendant 1 an. Et puis finalement, je retourne en études à Paris où je fais une licence dans le sport et le tourisme. À la fin de ça, on rénove une maison et puis après ça on la vend et on part en tour d'Europe il y a 2 ans. Donc les grandes lignes c'est ça à peu près, sachant que j'ai aussi fait mon stage de fin d'études en Nouvelle-Zélande, donc non, j'ai pas eu un parcours le plus linéaire, c'est clair. Ouais, et en même temps ça te convient et c'est le principal. Et t'as déjà des idées de ce que tu ferais éventuellement après le sport? Je pense que j'aurai toujours un pied dans le sport parce que ouais, ça on a compris, hein, ça c'est on a compris que c'était le fil rouge. Mais je veux dire dans le sport, pardon, je me suis peut-être mal exprimé, mais au-delà enfin le sport de performance en tout cas. Donc aujourd'hui t'es athlète professionnel, mais est-ce que tu te vois déjà faire d'autres choses par la suite ou t'en sais rien là, juste tu profites, tu te donnes à fond dans ce que tu fais aujourd'hui et tu verras bien? Non, là j'essaye vraiment de me donner parce qu'avant justement quand j'ai commencé il y a 2 ans, j'étais sur plein de projets et on m'a quand même beaucoup conseillé en me disant Solène, si tu veux performer, concentre-toi sur l'entraînement parce que
parce que c'est compliqué de performer quand tu veux tout faire. Donc j'ai laissé un peu mes autres projets de côté, mais je pense que j'aimerais beaucoup organiser des séjours sportifs touristiques. J'ai quand même voyagé 2 ans à travers l'Europe, donc je connais beaucoup d'endroits maintenant. J'ai cette expérience. Donc voilà, dans des séjours touristiques, ça me plairait. Ça peut être aussi de l'accompagnement d'athlètes sur justement des épreuves comme moi j'ai fait, qui sont pas forcément accessibles à tout le monde. Tout le monde se dit pas bon bah je vais aller faire un Xterra à Taïwan. Donc voilà, pourquoi pas accompagner des athlètes là-dessus et organiser des choses pour donner un peu d'accessibilité à certains sportifs. Donc ce genre de choses. Après voilà, je commence à faire de plus en plus de coaching aussi, ça me plaît bien. Mais il y a rien qui est fixé, c'est plus des idées comme ça, de projets qui me plaisent bien. Bah, de toute façon, à partir du moment où tu as ce mindset de performance et d'excellence dans ce que tu fais, bah je pense j'ai aucun souci, je me fais aucun souci pour toi pour la suite. Et puis le regard de ces jours sportifs, finalement c'est pas mal. Je pense que ça permet de rejoindre un peu tes 2 grandes passions dans la vie, le voyage et le sport. Top. Bah écoute, on a fait un beau tour. Je t'avoue que je m'attendais pas à ça. Enfin, tu vois, je te connaissais un petit peu via les réseaux sociaux, j'avais regardé un petit peu, tu vois, mais c'est vrai que je m'attendais pas à tout ça, tu vois, que ce soit aussi récent chez toi, toute cette période, enfin ce mode de vie aussi, tu vois, nomade, qui est quand même pas quelque chose de commun, et en même temps j'ai l'impression que c'est pas quelque chose que t'affiches particulièrement, enfin beaucoup, tu vois, sur les réseaux ou quoi. Parce qu'il y a des gens qui jouent vraiment là-dessus, tu vois, c'est vrai, on l'a compris, hein, t'es une sportive, t'es pas une Instagrammeuse non plus. Voilà, c'est ce que des jobs j'essaye différents. de vendre un petit peu. C'est ce que j'essaye souvent de vendre, et c'est ce que j'essaye vraiment de trouver des sponsors et des partenaires qui comprennent ça, parce que c'est clair qu'avec, je pense, tout ce que j'ai vécu ces deux dernières années, j'aurais pu me mettre un peu à fond sur les réseaux sociaux, mais finalement, et je pense que ce qui a fait aussi que j'ai été performante, c'est que j'ai eu un peu une prise de conscience et un peu une confiance en moi qui a augmenté, et où je me suis dit bah non, en fait ce que je veux faire c'est être athlète, et quand je suis en train de me faire une grosse séance, et bah j'ai pas envie de sortir mon téléphone, en fait j'ai envie de faire ma séance et qu'elle soit bien faite, parce que je veux gagner des courses. Et du coup ouais, ce profil un peu aventure, on le voit pas trop, et c'est clair que bon, je m'y mets aux réseaux sociaux, mais j'ai pas envie que ça devienne mon métier, quoi. Clairement, c'est pas mon objectif numéro 1. Ouais, non, mais bien sûr, on est bien d'accord, mais c'est vrai que, enfin, je sais pas si malheureusement, mais en tout cas, ça fait partie un petit peu du job aujourd'hui d'athlète. C'est que il faut que tu sois un minimum sur les réseaux sociaux pour tes partenaires, pour tes sponsors, etc. Donc voilà, si on a des sponsors qui nous écoutent, voilà, vous pouvez contacter Solène. On te contacte comment du coup? Sur les réseaux? Oh sur les réseaux. Ok, ça marche. Non, mais les réseaux sociaux, c'est une très bonne chose. Je veux dire, il faut des contreparties pour les gens qui nous suivent et qui nous soutiennent, et c'est normal. Mais c'est vrai que quand on est en individuel comme ça, c'est pas facile de tout faire. C'est pas facile. Bien sûr. Ok, donc Solène, SOLE2NE, Bilouin, BI2LOUIN. Voilà, pour ceux qui veulent te contacter, s'il y a des sponsors qui nous écoutent. Et sinon, comme Hermano a l'habitude de demander en fin d'épisode, c'est quoi ton conseil pour devenir triathlète? Wow. Un seul? Ouais, un seul. Le principal, ouais, le truc. C'est quoi le truc pour toi pour devenir triathlète? Faire les 3 sports. C'est la base. Ouais, d'accord. Non, après, pour devenir ne dis pas vivre dans un van, hein, parce que non. Pour devenir épanoui en tant que triathlète, c'est je pense la progressivité, et ne pas vouloir suivre un schéma un peu comme on en parlait de faut faire du gros volume, c'est comme ça que tu vas réussir. C'est vraiment la progressivité, et puis faire son truc, quoi. Enfin, on s'en fiche un peu de comment les autres fonctionnent. Je pense qu'il faut faire son truc. Enfin, moi, voilà, je vivais en van, je faisais du vélo avant. Je veux dire, il y a plein de parcours.
Donc être progressif et puis faire son truc. Je pense que c'est un peu les deux conseils, c'est peut-être un peu basique, hein, mais que je donnerais pour quelqu'un qui veut se sentir épanoui dans le triathlon. Ouais, et puis comme tu le dis, enfin c'est pour se sentir épanoui. En fait, il y a devenir triathlète, il y a progresser et il y a être épanoui, il y a kiffer quoi. Donc en fait, ça dépend vraiment dans quel ça dépend ce qu'on vise en fait encore une fois et comme quoi parfois le fait d'être épanoui et de kiffer, c'est ça aussi qui te permet d'être performant. Donc pas l'oublier quoi, parce que les triathlètes ont parfois tendance, tu l'as dit aussi tout à l'heure, on a parfois tendance à être un petit peu maso. On aime bien se faire mal et les triathlètes parfois ils peuvent être un peu butés et de se dire faut que j'en fasse un maximum, faut que je me fasse du mal pour performer, alors qu'en réalité non, commence déjà par te faire du bien et par kiffer et ça ce sera déjà une très bonne base pour performer quoi. Ouais, je vois trop de triathlètes qui se mettent la pression. En fait, c'est un sport où il y a énormément d'amateurs ou de gens qui commencent ou quoi que ce soit qui se mettent une pression de dingue. Et je trouve ça peut vite devenir malsain. Ouais, je suis d'accord avec toi et je pense que c'est un bel enseignement et une belle manière de clôturer cet épisode. Ça marche, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Non, ça avait l'air plus que cohérent. En tout cas, merci beaucoup Solène. On te souhaite du coup une bonne continuation et puis rendez-vous pour les prochains championnats du monde où là tu vas vraiment avoir la pression en tant que non plus challenger mais en tant que tenant du titre. Alors lesquels championnats du monde? Et puis on suivra ta saison de cyclocross aussi. Tous, tous. Il va falloir que tu performes dans tous. ITU, Xterra et puis cross. On vient de le dire, encore une fois, ne te mettons pas la pression, l'important c'est que tu kiffes et les performances suivront. C'est Allez, ça, super. C'est mon créneau. Merci Solène, c'était un plaisir en tout cas de te rencontrer et puis on te suit de très près et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.